Je me suis opposée à beaucoup de mes collègues qui sont convaincus que les hommes de l'industrie et de la banque sont assez peu politisés. Ils aiment beaucoup leurs entreprises, ils s'y sont fort attachés, ils développent une sorte de patriotisme d'entreprise, mais la politique c'est une affaire sans importance qui au fond ne les intéresse guère. Je suis en formel désaccord avec cette analyse et je tire des archives, y compris évidemment de ces organismes, la conviction que ces hommes sont beaucoup plus politisés que la moyenne des hommes, entendu au sens général du terme, naturellement générique du terme. C'est-à-dire qu'il s'agit bien entendu de catégories qui sont hyper politisées puisque de l'évolution politique dépend le maintien de leur statut, de leurs privilèges, etc. Par conséquent, l'aspect technique, l'espèce de légende que la Banque de France et les industries voudraient établir sur le fait que toutes les décisions qui sont prises sont toujours des décisions techniques et obligatoires, cet argument est un argument non pas seulement erroné, mais faux et développé de façon bien entendu volontaire et par conséquent mensongère. En effet, la Banque de France, comme les industries, considère que tel pays, telle catégorie sociale se comporte comme on l'attend ou comme on ne l'attend pas. La Banque de France appréciait beaucoup l'Espagne dictatoriale d'Alphonse XIII. C'était une Espagne qui ressemblait un petit peu à la Russie d'avant 1917, à ceci près que l'Église n'était pas orthodoxe mais catholique. C'était une Espagne qui datait quasiment du XVIIIe siècle, mais qui avait cette caractéristique, donc où l'Église possédait une grosse partie de la terre, les propriétaires fonciers non cléricaux, enfin non clercs, pardon, parce qu'ils étaient cléricaux, possédaient le reste, et ce qui faisait beaucoup ressembler aussi l'Espagne à la Russie, était le fait que le secteur moderne de l'activité reposait à peu près exclusivement dans les mains de l'étranger. On le sait pour la Grande-Bretagne, qui possédait les mines, qui possédait les chemins de fer et diverses autres choses. On le sait aussi pour les Américains, qui commençaient depuis les années 20 à posséder de plus en plus de choses, et notamment la totalité du téléphone espagnol depuis 1924. On le sait moins pour la France, qui possédait aussi beaucoup de choses, notamment un certain François Pietri, qui était administrateur de l'Asturienne des mines. Et ces étrangers avaient obtenu de la dictature d'Alphonse XIII, sous la monarchie, puis de la République, depuis 1931, des prébendes qui n'étaient jamais remises en question, et qui violaient d'ailleurs toute la législation limitant éventuellement le capital étranger, par exemple dans la détention des mines. En 1931, la République espagnole, qui n'était pas une république très progressiste, mais qui tout de même tenait à un moment donné à rester républicaine, avait déposé une partie de ses avoirs, et même une partie notable de ses avoirs, en France. Plusieurs dizaines de tonnes d'or avaient été remis à la Banque de France et déposés dans les serres c'est les caves, c'est le terme pour la Banque de France, dans les serres de Mont-de-Marsan. La Banque de France trouvait ça excellent, c'était le seul pays qui en cette époque de crise nous eût déposé des dizaines de tonnes d'or, l'Espagne faisait donc une partie de son commerce international grâce à ces tonnes d'or, et tout le monde était content. Jusqu'en 1933-1934, où la République espagnole est devenue une république très droitière, qui a commencé à assassiner ses ouvriers, qui les a même assassinés franchement en 1934, et puis ça n'a pas suffi pour écraser les masses populaires, pourtant on les a fort douchés, ça a fait plus de 1000 morts, ça a fait des milliers de blessés. Il y a un certain général Franco avec ses petits camarades qui a été affecté à l'affaire d'ailleurs, mais ça n'a pas suffi pour calmer une population espagnole exaspérée par le statut de la terre, exaspérée par la crise, et donc cette gauche a continué à se développer, certes très divisée, mais elle a réussi à s'unir pour les élections. Et la Banque de France le savait, qui en 1935 a commencé à froncer le nez
en faisant observer que cette Espagne qui jusqu'ici était bien satisfaisante ne l'était pas, et puis que bien sûr on avait réprimé comme il fallait, mais que ça risquait de ne point suffire. Enfin, vous voyez, elle était très préoccupée. Alors, ma foi, ça a duré tout ça jusqu'aux élections de Front Populaire, vous le savez, la victoire du Front Populaire en Espagne en février-mars. Et alors là, la Banque de France a commencé à serrer la ceinture, c'est-à-dire à ne plus vouloir traiter d'opération avec la Banque d'Espagne, qui n'avait encore rien bolchevisé, ni même nationalisé, rien. Enfin, l'Espagne se tenait tranquille, elle respectait même les capitaux étrangers. La République espagnole n'a pas touché un cheveu, si je puis dire, de capitalistes étrangers et n'a pas touché un gramme de capital étranger tout au long de sa courte vie. Et donc, la Banque de France a commencé à faire pression pour que, ma foi, l'Espagne républicaine fut en difficulté, cette nouvelle Espagne républicaine. Elle a fait d'ailleurs comme les autres capitalistes étrangers qui ont commencé à guerroyer contre l'Espagne. C'est une guerre qui n'est pas connue, mais que un excellent historien américain qui s'appelle Douglas Little a déjà très bien décrit. Et alors, je vous passe le détail.